D'abord, la biodiversité, bon, ça je l'ai déjà mentionné, je ne veux pas faire trop long. J'ai un meilleur schéma ici. Ça, c'était les chiffres qui avaient été publiés par le WWF, je crois qu'il y a 2 ou 3 ans. Sur un temps relativement court, on a des chiffres, moi je ne les connais pas par cœur. Vous voyez, entre 1970, alors c'est pas compliqué, hein, moi je suis né en 1970, c'est à mon âge, et 2010, on a 39%, diminution de 39% des espèces terrestres. C'est quand même assez important. Ce n'est pas la masse globale de la biosphère, mais des espèces terrestres. Les espèces d'eau douce, en particulier ici, on a une image d'une grenouille, mais les batraciens sont énormément. Il y a un impact sur les batraciens actuellement terrible, lié surtout aux polluants. Et puis les espèces marines également ont diminué à peu près de 40% depuis 45 ans. Donc c'est déjà des paramètres évidemment très inquiétants. Et si je ne me trompe, alors évidemment la question de la biodiversité, c'est très difficile à quantifier la chute de la biodiversité. Hein, c'est des modèles, on peut toujours les discuter, comme le climat, mais comme tout en science par ailleurs. Mais néanmoins, il y a des estimations qui proposent que si on continue à ce rythme-là, dans 400 ans, on aura atteint, on sera déjà rentré dans la 6e extinction. 400 ans. Donc, on parlera du début de l'Anthropocène, c'est peut-être il y a 200 ans, c'est peut-être il y a 50 ans. Quoi qu'il en soit, en moins de 1000 ans, on aura atteint la crise majeure pour vous montrer l'ampleur du phénomène. Bon, les causes de la biodiversité, alors là, je ne veux pas toutes les commenter. Bon, il y a la perte d'habitat. C'est des thématiques sur lesquelles je vais revenir de toute façon par la suite. Alors, la question du climat. Là, c'est un document que j'ai repris dans les travaux sur la base des travaux du GIEC. Je ne veux pas parler trop du climat également, parce que c'est vrai qu'on en parle énormément dans les médias, qui propose ici un certain nombre de dégradations. Je ne sais pas si après, moi, je mets volontiers à disposition le livre. Je ne sais pas si je peux mettre à disposition la présentation. Il n'y a pas de problème. Je ne veux pas commenter en détail ce schéma sur la question du climat. Je pense que c'est quelque chose d'assez connu. J'ai pris ici Oui. Juste pour la biodiversité, désolé. Oui. Quand WWF donne ces chiffres, c'est le nombre d'espèces, la proportion des espèces disparues, ou bien la masse globale. Non, c'est la proposition. Quand on réfléchit masse, c'est un peu différent en effet, mais là c'est la proportion des espèces. Ouais. Là, j'ai repris pour parler du climat 2 images. Alors, oui, pardon. Juste pour rebondir. Oui. Moi, ça me trouble un peu cette truc-là. Ouais. Sous les mammifères, je veux bien qu'on connaisse tout à peu près. Ouais. Par contre, les insectes, Tout à fait. les poissons, on sait qu'on ne connaît pas. Exactement. Oui, c'est juste. C'est là où je suis un peu. Dubitatif, non, oui. Après, Non. le principe, Complètement d'accord. C'est très difficile. On ne sait même pas combien il y a d'espèces. C'est vrai que c'est un calcul très difficile puisqu'on ne sait même pas combien il y a d'espèces vivantes actuellement sur Terre. Et en plus, on se paye le luxe de dire combien il y en avait il y a 65 millions d'années. Donc, alors là, bon, moi je fais confiance aux biologistes. Ce sont des estimations. Il y a des fourchettes d'estimation, en effet, mais dans l'absolu, on ne peut pas le savoir précisément. Ce sont des estimations et des extrapolations qui sont faites nécessairement. Donc, on est un peu dans des systèmes, évidemment, pas complètement contraints dans le calcul. Dans l'absolu, on a plus d'inconnus que d'équations. Donc, en effet, c'est vrai c'est une précaution importante. Je ne l'ai probablement pas été assez. Oui. Pardon, je rebondis en tant que biologiste. Ouais. Et c'est effectivement le problème, c'est la génétique, donc l'érosion de la génétique, pas vraiment des espèces. Oui. C'est qu'on a une perte de la diversité exactement. génétique qui fait une faiblesse des espèces qui après vont disparaître. Oui, exactement. Soit au niveau culturel ou comme ça. Ouais. Mais moi. Non, c'est très bien, merci. Il faut intervenir. Il y a des spécialistes, n'hésitez pas. Hein, moi, je fais une vue générale du concept. Hein. D'ailleurs, l'Anthropocène en soi, vous verrez, c'est un concept en soi. Tout ce que je vous dis là, c'est connu depuis un certain nombre d'années dans différentes disciplines. Après, on parlera un peu d'histoire et de philosophie. Donc, c'est tous des savoirs qui sont déjà connus. L'Anthropocène, ça vient comme un concept englobant qui donne sens à des choses qu'on connaît dans des domaines très divers. Et ça, je pense que c'est un intérêt fort de ce sujet. Alors, sur la question du climat, j'ai juste repris ici des images qu'on va probablement exploiter pour notre exposition. La question de l'avancée du désert, la question du recul des glaciers. C'est une exposition qu'on fait en vallée, donc évidemment, on a mis 2 photos sur le recul du glacier du Rhône. Donc, vous viendrez voir parce que c'est assez sympa. On a un praxinoscope, c'est ces dispositifs qu'on tourne avec des miroirs. C'est un peu les ancêtres du cinéma. Et en fait, on voit le recul du glacier. Donc, voilà. Alors, l'introduction de nouvelles entités, quand on appelle nouvelle entité, ça peut être des métaux, des radionucléides. Alors, en soi, ces éléments sont naturels, la plupart. C'est-à-dire que quand on va chercher du mercure ou je ne sais quoi dans le sol, c'est dans le sol. Le problème, c'est qu'on va
on va aller les chercher dans le sol, on va les concentrer, et ensuite, ça devient des sources de pollution très très fortes. Parce qu'au départ, ils ne sont pas, bien sûr, pour des petites pollutions locales, on va dire naturelles, mais ensuite, le fait de les concentrer peut poser des problèmes. Alors, ça pose des problèmes dans les sites miniers, qui sont extrêmement polluants. Ça peut poser des problèmes à l'usage, parce qu'on est au contact de ces métaux dans notre quotidien, et ça pose aussi un problème en fin de vie de ces appareils, parce qu'on sait bien que beaucoup de notre électronique finit dans des pays pauvres, ou dans des conditions dégueulasses. Les gens, en fait, sont amenés à manipuler ces matériaux, et c'est des vrais problèmes de pollution et de santé pour les populations concernées. La question aussi des nouvelles entités, encore une fois, je passe très vite là-dessus, c'est la question extrêmement grave des perturbateurs endocriniens, ou si vulgarisé, on pourrait dire des perturbateurs comment on dit ça, du système hormonaux. Il me semble qu'il y a quelques mois, à la TV française, ils ont fait l'émission, je ne sais pas si vous la connaissez, Cash Investigation, qui est assez directe comme ça. Ils ont fait une émission sur les perturbateurs qu'ils n'ont jamais appelés endocriniens, mais vraiment hormonaux, qui a eu un impact incroyable. Sur Twitter, il y a eu, les gens, le grand public découvrait cette question, qui est extrêmement grave, et qui est liée à l'usage des pesticides essentiellement, mais aussi des plastiques, et qui a des conséquences extrêmement graves du point de vue biologique, puisque les conséquences sont directes sur, par exemple, une des conséquences sur la fertilité masculine. Et la fertilité masculine, je crois que je l'ai écrit après, il y avait des calculs qui ont été faits en France, mais c'est la même chose en Suisse, hein. C'est-à-dire que de 89 à 2005, la fertilité masculine a baissé de 32%. Et en gros, je crois qu'elle baisse d'1% par année. Donc si on continue dans ce trend-là, je veux dire, l'homme n'est plus fertile dans pas si longtemps. Et en fait, en gros, on arrive du point de vue hormonal à une sorte de féminisation. C'est que les filles ont plus d'hormones femmes et les hommes ont aussi plus d'hormones femmes, ce qui crée des problèmes très très graves. Et cette question des perturbateurs endocriniens est un problème pour l'humain, mais le problème pour quasiment tout le vivant. Et c'est assez intéressant. Alors peut-être, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à regarder. Je crois que c'est dans le documentaire Le Monde selon Monsanto, où il raconte l'historique de la découverte et du croisement d'études qui avaient été faites au Danemark sur la fertilité masculine et, je crois, en Floride, des équipes qui travaillent sur les batraciens et qui avaient exactement les mêmes résultats. Donc c'est des questions extrêmement graves qui touchent le vivant. Je ne sais pas si tu as des infos complémentaires sur cette question-là. Tu voulais intervenir sur la question des perturbateurs? Non, pardon, tu as très bien dit. Ah bon. Donc, en fait, je vous parlais tout à l'heure, je mentionnerai, il y a un bouquin de Stéphane Foucard qui s'appelle La fabrique du mensonge, et il consacre il consacre un chapitre aux perturbateurs endocriniens en disant la bombe à retardement. C'est-à-dire qu'on parle relativement peu de ce problème, alors qu'il est gravissime. Et en termes de durée, il est peut-être, enfin moi personnellement, je le trouve plus inquiétant que le climat, parce que c'est quelque chose qui nous pend au nez. Je veux dire, on a déjà perdu, en 16 ans, on a perdu 30%. Et c'est les mêmes chiffres en Suisse. Il y a des études qui ont été faites sur les recrues. Enfin, c'est quelque chose d'assez effrayant en soi. Alors, bien sûr, il faut le mentionner, il y a la question des plastiques et la question des pesticides. Donc là, c'est une image qu'on reprendra pour l'exposition. Les pesticides posent ce problème. On a clairement des problèmes avec les pesticides. Et évidemment que les multinationales refusent ces résultats. Mais c'est clairement lié à ces choses-là. Et juste sur les plastiques aussi, je le dis parce que beaucoup de plastiques contiennent des perturbateurs endocriniens. Et quand on parle, vous avez peut-être toutes et tous entendu parler des Xème continents qui flottent là, sur les océans, ces quantités de plastique qui flottent. Alors c'est évidemment un problème, on va dire, mécanique, d'imaginer qu'il y a des zones énormissimes, des masses énormes de plastique qui flottent. Et on a tous vu ces images d'oiseaux qui avaient ingéré des plastiques. Ou moi, une image qui m'avait marqué, c'était une tortue qui avait grandi encerclée par un anneau de plastique et qui se retrouve à une forme de 8. Alors bien sûr, on va dire que c'est un problème en soi, mais n'oublions pas que nombre de ces plastiques contiennent des perturbateurs endocriniens. Ces plastiques sont dans les océans, et pas qu'en se flottaisant, il y en a aussi au fond des océans, se dégradent, et il y a des bactéries aussi qui directement attaquent ces bactéries, enfin, attaquent ces morceaux de plastique. Et donc, ces perturbateurs endocriniens sont dans la chaîne alimentaire, et il y a une bioaccumulation, donc ils sont juste partout. Donc quand bien même on arrivait à ramasser tous les plastiques des océans, on aurait toujours ce problème chimique qui reste invisible des perturbateurs endocriniens. Bon, j'espère pas trop plomber la soirée quand même. La couche d'ozone, pour une petite note positive, on l'a connue. Ce qu'on va dire, c'est que la couche d'ozone, quand bien même on n'a plus de CFC qui produit cette couche d'ozone, il y a quand même toujours, j'ai oublié les mécanismes chimiques, mais on produit. Il y a
il y a toujours une petite attaque de la couche d'ozone qui se fait, mais néanmoins, on peut considérer globalement qu'on a une espèce de stabilisation. Donc, parmi ce concert de choses tout à fait inquiétantes, on peut quand même considérer, là, on a un graphe, que ça s'est à peu près stabilisé. Mais néanmoins, ça reste un problème qu'il faut surveiller. Et j'avais trouvé ça sur le site de Météo Suisse, en regardant la météo, savoir comment j'allais m'habiller le lendemain, il n'y a pas si longtemps, c'était au mois de février. Et il y avait donc sur le site de Météo Suisse, la Suisse sous le trou d'ozone. C'est-à-dire que ce trou d'ozone, évidemment, il n'est pas parfaitement rond. En fonction des courants, il peut très bien se déplacer un peu plus au sud. Et en tout cas, au mois de février, on s'est retrouvés, nous, Suisses, à un moment donné, sous le trou d'ozone. En fait, on était moins protégés des rayons ultraviolets. Il y a également, parmi les paramètres importants de seuil à ne pas dépasser, la question des aérosols. Alors évidemment, vous avez un graphe ici qui est lié au transport. Ces particules, elles sont essentiellement liées à la combustion. Ça peut être évidemment lié au pétrole et ce genre de choses. Et elles posent des problèmes de santé, pardon, je ne vais pas aller trop vite, des problèmes de santé, mais également des problèmes climatologiques. Parce que trop de particules dans l'air, ça a un effet sur la question sur le problème du rayonnement, mais ça a aussi un effet sur la pluviométrie. Et par exemple, la mousson en Inde est directement affectée par la présence d'une trop grande quantité d'aérosols, qui fait qu'il peut y avoir moins de pluie en Inde du fait qu'il y a trop d'aérosols. Donc vous voyez les conséquences pour les pays qui dépendent totalement énormément de la pluie, évidemment. Un autre thème important, très important, c'est l'acidification des océans. Sa cause est la même que le changement climatique, c'est le CO2. Savoir que le CO2 qu'on émet, alors aussi le CO2 naturel, on va dire, une partie, elle passe dans l'océan, elle passe dans l'eau, en fait, elle passe dans les océans. Et puis, il y a une réaction chimique que je ne veux pas présenter, mais enfin, on va créer de l'acide carbonique. En fait, si on a trop de CO2 dans l'océan, de toute façon, le CO2 va passer en dissolution, va passer dans l'eau, on va créer de l'acide carbonique, et cet acide carbonique va directement attaquer le vivant. Et il y a énormément de vivants qui a des parties, on va dire, calcaires. Ça peut être, on peut évidemment penser à des animaux à coquilles, au corail, mais il faut surtout penser aussi au plancton. Il y a du plancton végétal et animal qui ont des parties dures de ce type-là, qui sont directement attaquées. Et ça, ça a des conséquences très importantes sur, on va dire, en gros, la chaîne alimentaire. Enfin, le concept vaut ce qu'il vaut de chaîne alimentaire, mais en tout cas, ça a des conséquences très très fortes liées aussi, peut-être ce qu'il faut retenir, c'est aussi lié à la production de CO2. Plus on a de CO2, plus on acidifie les océans, et donc plus on met à mal la vie maritime, et évidemment qu'on dépend très fortement de cette vie-là. Maintenant, dans les flux biosphériques, donc azote, c'était l'azote et le phosphore, ce sont deux éléments qu'on utilise pour fertiliser les sols. Donc là, on a l'évolution dans le temps de l'usage de ces entités chimiques pour fertiliser les sols, si bien que maintenant, on est quasiment 100% dépendant, sauf évidemment l'agriculture biologique, on est dépendant de ces engrais. Et ce qui est terrible, alors ça c'est un sujet un peu plus compliqué, mais ce qui est terrible, c'est que il y a des conséquences, c'est-à-dire que l'azote, il y en a énormément dans l'air qu'on respire. Donc on le prend dans l'air d'une manière chimique, parce qu'il y a des bactéries qui sont capables de le faire pour les plantes, mais nous on le fait, et on fait donc on prend énormément d'azote dans l'atmosphère et on le met dans les sols. Et ça a des conséquences. Dans un premier temps, c'est tout à fait positif, le sol est beaucoup plus fertile, mais à la longue, ça va être mauvais pour le sol. Et en plus, les espèces qui naturellement, on va dire, ce sont des bactéries, je crois, si je me trompe, qui synthétisent l'azote naturellement, tendent à disparaître, vu que nous le faisons nous-mêmes. Et à terme, si on arrêtait ce système, eh bien, ce serait plus difficile pour que naturellement les sols se fertilisent par eux-mêmes. Donc finalement, c'est comme si notre production maintenant dépendait complètement de ce système-là. Et alors l'azote, lui, on le prend dans l'atmosphère. En revanche, le phosphore, lui, c'est minier. On a une quantité tout à fait fixe, on n'en a pas beaucoup. Et quand on n'en aura plus, on sera bien embêté parce qu'on dépend aussi fortement. Alors les conséquences, c'est ce qu'on appelle l'eutrophisation. On en avait beaucoup parlé aussi pour le lac Léman, c'est-à-dire qu'on va avoir une production plus importante d'algues et puis surtout on va avoir
Ces organismes qui vont croître, comme les algues, vont enlever de l'oxygène au milieu aquatique, et c'est aussi une menace pour la vie dans ces milieux-là. Et en plus, une dernière chose concernant l'azote, trop d'azote, c'est également une alimentation trop riche en azote. S'il y a trop d'azote dans nos salades, par exemple, c'est aussi du point de vue de la santé très néfaste pour nous-mêmes. Donc, voilà. Encore un autre paramètre sur lequel je vais un peu vite sur chacun des paramètres pour revenir éventuellement si ça vous intéresse, c'est la question de l'eau douce. Donc là, vous avez une carte du monde avec la pénurie d'eau dans le monde, donc le stress hydrique. Donc il y a des endroits évidemment qui sont plus ou moins impactés. Il y a un terme que j'utilise pour la première fois dans cette conférence, c'est celui de justice. On parle beaucoup de justice climatique, hein, mais il y a une vraie question de justice entre les pays qui vont finalement être affectés par les conséquences de nos actions, plus ou moins. Il y en a qui le seront beaucoup et d'autres qui le seront très peu. Et malheureusement, souvent, ça tombe sur des pays pauvres. 10 minutes, il faut que j'aille beaucoup plus vite. L'usage des sols, il n'y a que 10 minutes. Alors, l'usage des sols, ça, c'est un problème parce que tout à l'heure, vous parliez de diversité génétique. Le fait de miter le territoire diminue le brassage aussi des populations. Et là, pour l'illustrer, j'avais simplement pris une vue de la plaine du Rhône. Enfin, moi, je trouve ça toujours incroyable, quoi, quand même, c'est à quel point. Et donc, du coup, de permettre moins de brassage entre les populations, eh ben, on affecte aussi la biodiversité.